bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. Alors, d'où vient l'excellence 5.0? On parle de plus en plus de l'industrie 5.0, des changements que cette nouvelle itération de la révolution industrielle va nous apporter. Et alors, industrie 5.0 liée avec excellence dans les organisations devient excellence 5.0. Donc, dans le cadre de nos épisodes, on vous présente ma vision de qu'est-ce que ça prend pour atteindre l'excellence 5.0. Et aujourd'hui, on va parler non seulement de l'excellence 0, mais on va aussi parler du développement durable. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Josée Lupien et Claudia Bérubé de la firme Vertima. Bonjour Josée, bonjour Claudia. Bonjour tout le monde. Bonjour Véronica. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, pour partir le bal, qu'est-ce qui vous a intéressé par le développement durable ou comment vous vous êtes rendu au développement durable? J'espère qu'on a plus qu'une heure pour en parler, mais je vais essayer d'être très succinct. D'ailleurs, écoutez, le développement durable, ça peut être très large. Je vais revenir à la source. Personnellement, j'ai été interpellée il y a quand même 23 ans. Alors, je pense que c'est quelque chose qui parle en soi d'être encore là aujourd'hui et animé, stimulé par le sujet. Il y a toujours plein de choses, ce qui personnellement m'anime parce que le développement durable, c'est pas juste un élément. Alors, moi, j'ai gravité beaucoup autour du bâtiment durable, les certifications pour ceux et celles qui me connaissent. De là, évidemment, j'ai fondé avec mon associé Vertima, il y a déjà 15 ans quand même. On a cru au développement durable. Depuis 15 ans, considérant que le marché a évolué, alors notre entreprise a aussi migré vers des nouveaux services, dont le département développement durable auquel Claudia fait partie maintenant. Alors, je dirais que notre mission, c'est d'être au cœur des stratégies environnementales parce que justement, tout ce qu'on fait comme service et qui amène le développement durable au cœur de ces stratégies-là, il faut que ce soit l'essence même d'une démarche, peu importe ce qu'on désire faire. Alors voilà ce qui nous a amenés à être qui on est et ben, on se reparlerait dans un an, il y aurait assurément une évolution à ça. Certainement. Je vais prendre une petite pause pour inviter les gens qui participent à l'événement aujourd'hui. Nous, malheureusement, on ne peut pas vous voir. Vous nous voyez, vous nous entendez. La manière qu'on peut vous voir, c'est si vous nous marquez des petits allos, des commentaires dans le chat sur LinkedIn. Alors, n'hésitez pas, utilisez le chat, laissez-nous savoir que vous êtes là. Mais surtout, si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez poser à Josée, à Claudia ou à moi, inscrivez-les dans le chat. Nous, on va les voir, on va pouvoir y répondre. Alors, n'hésitez pas de communiquer avec nous de cette manière-là. Alors, une fois qu'on a dit qu'est-ce qui vous a amené à ça, Josée, je sais que vous offrez beaucoup, beaucoup de services par rapport à tout ça, mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Quels sont les besoins dans les organisations en lien avec le développement durable? Ben, merci de la question, Véronica, parce que moi-même, je me remets toujours à essayer de voir, bon, le développement durable, ça rejoint qui? Actuellement, je peux vous dire que notre lecture, c'est que toutes les parties prenantes sont concernées. J'ai la chance de collaborer avec des donneurs d'ouvrages, j'ai la chance de collaborer avec des entrepreneurs, avec des entreprises manufacturières et ça à l'échelle même internationale. Puis, je vous dirais l'essence même de pourquoi les gens veulent faire les choses de plus en plus, ce que je vois, c'est que les gens veulent le faire pour les bonnes raisons. On sait quand on parle de développement durable, on va parler de transparence, d'authenticité. Donc, si on fait que ce soit une certification de bâtiment durable, que ce soit une certification environnementale de matériaux, que ce soit une démarche développement durable, bien, les gens vont le faire, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter à ça parce que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on ne fait plus après. Ah, Donc, les gens, c'est comme l'amélioration continue et l'excellence, Josée. Pareil, pareil. On commence, ben, on jamais. Et voilà, le début et la fin n'existent pas, c'est le début et l'optimisation, l'amélioration. Il y a beaucoup d'investisseurs qui s'arrêtent à la démarche développement durable. On parle de ESG, environnemental, social et gouvernance. Le côté finance également, les donneurs d'ouvrages. Si je regarde dans les appels d'offres maintenant, que ce soit pour des projets, des donneurs d'ouvrages comme Hydro-Québec, Desjardins, vont demander des critères, que ce soit au niveau de gouvernance environnementale, sociale. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des exigences à 100% encore, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation face à des démarches de développement durable. Ils vont demander si les entreprises ont une certification et ça l'a assurément, ça annonce qu'est-ce qu'on va devoir se conformer, mais ça annonce aussi le poids de la démarche développement durable
que ça prend de plus en plus son importance. Donc, il y a aussi, là, je parle des parties prenantes externes, mais les parties prenantes internes, dont nos employés, ça a une valeur. Moi, je parle développement durable et c'est que ça crée de la valeur dans notre organisation et ben, d'attirer des talents. Je peux en témoigner. On a eu la chance de recruter quand même quatre belles nouvelles ressources dans les 2 derniers mois, dont Claudia. Puis, ben, Claudia pourrait mieux l'exprimer que moi parce qu'elle a été attirée de travailler dans une firme qui axe vraiment et qui s'engage dans le développement durable. Vertument, on ne fait pas juste le dire. Nous-mêmes, je te donne une primeur, Véronica, pour ton événement aujourd'hui pour nos auditoires. Ben, Vertima, on est en démarche pour obtenir notre certification B Corp. Donc, Félicitations. c'est pas juste qu'on dit les choses, on le fait, on s'engage, puis on aspire à être capable encore mieux d'aider les clients à aller de l'avant dans ces démarches-là, tout simplement. Donc, attirer des clients, des bons talents qui veulent faire et participer à cette mission commune-là d'entreprise. Oui. Claudia, est-ce que toi, tu vois des choses différentes par rapport aux besoins du développement durable dans les organisations? Non, ben, je pense que José a quand même mentionné plusieurs éléments. Je pourrais vous rapporter, d'ailleurs, si vous voulez, au rapport de la BDC, en fait, de mars 2023, qui veut pas, est relié au milieu de la finance, au milieu des grands donneurs d'ouvrages. Puis, il y a une statistique qui est très parlante, en fait, qui a été, en fait, un sondage fait auprès de 100 grands donneurs d'ordre, donc dans le secteur public et privé, qui disent que 82% demandent à leurs fournisseurs, et fournisseuses de divulguer de l'information en lien avec au moins un critère ESG, puis que cette proportion-là, ben, elle devrait atteindre 92% en 2024. Donc, c'est une statistique, je trouve, qui parle beaucoup. Puisqu'on le voit aussi auprès des clients, en fait, que José avait déjà dans d'autres domaines, plus de certification de produits, par exemple, qui commencent à avoir une demande justement auprès de leurs parties prenantes pour avoir vraiment quelque chose qui est plus global. Puis est-ce que je me trompe, Claudia? Il y en a quand même 75 aussi qui est cité dans cette étude-là de la BDC, qui vont non seulement aussi augmenter ces exigences-là en matière là, de divulgation ESG là, dans les 5 prochaines années. Là. C'est quand même parlant, là, ces statistiques-là. En tout cas, j'invite tout le monde à prendre connaissance. C'est un rapport assez récent là, de la BDC, quand même un organisme aussi fiable là, pour lequel là, ces statistiques-là, à mon avis, ils vont donner aussi le goût aux gens de voir qu'est-ce qui se passe en arrière-scène. Tout à Oui. fait. D'ailleurs, Roxane est avec nous de notre équipe présentement sur LinkedIn, puis elle vient de vous partager le rapport si vous voulez le consulter. Oui, je viens de le voir, j'allais dire la même chose. Merci, Claudia. Et en passant, je veux juste dire aux gens qui sont avec nous aujourd'hui, je trouve ça vraiment super trippant. Excusez-moi, j'ai comme pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais je vois les commentaires, je vois les gens qui se saluent entre eux à travers le chat de notre événement. Alors, je suis super contente que vous fassiez partie de notre grande communauté d'excellence. Merci d'être là, j'apprécie énormément. Puis j'adore voir vos commentaires où vous vous saluez l'un et l'autre. Fait que super, merci, continuez. Alors, sinon, on continue. On parle de l'importance, on parle des statistiques que tu viens de donner, Claudia, qui sont quand même très importantes et que si les entreprises n'ont pas encore commencé la démarche, je pense que ces statistiques-là nous disent vraiment qu'il faut aller de l'avant là-dedans. Mais on va prendre quelques pas de recul. C'est quoi exactement le développement durable? Juste pour mettre la table, puis clarifier, puis s'assurer qu'on parle tout le monde de la même chose. C'est quoi exactement le développement durable? Bien, c'est sûr que le développement durable, je vous dirais que ça a évolué, je crois, beaucoup dans le temps. Donc, on était très, très centré, en fait, sur le volet environnemental, qui est toujours, d'ailleurs, des plus importants. On s'entend, ça n'a pas changé. Mais au-delà de ça, évidemment, il y a tout le volet social et le volet de gouvernance, en fait, qu'il faut considérer dans une démarche de développement durable. Donc, ces 3 volets-là, en fait, ils sont interconnectés. Donc, on ne peut pas les prendre un à un sans penser qu'ils ne sont pas reliés ensemble. Donc, c'est une démarche qui est transversale, donc qui doit être intégrée, en fait, directement dans la culture de l'organisation. Donc, on change un petit peu, en fait, en désirant avoir une entreprise qui est plus une créatrice, on pourrait dire, de valeur. Donc, c'est une démarche, en fait, je pense, développement durable qui est très évolutive.
elle se doit aussi d'être cohérente, évidemment, puis vraiment transversale dans l'organisation. Ce que je veux dire dans transversal, c'est qu'évidemment, si on a un CA, on a des dirigeants, on a des employés, on a plusieurs parties prenantes, bien, on veut s'assurer évidemment que tout le monde soit vraiment impliqué dans cette démarche-là. Donc, le processus justement d'implication des parties prenantes, je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans tout type de projet. Je pourrais rapporter ça à José, par exemple, qui fait des PCI, des processus de conception intégrés avec de grands projets de bâtiments durables. C'est un peu le même principe. C'est de venir réunir, en fait, tous les acteurs concernés dans un projet et de les faire travailler ensemble. Donc, on évite beaucoup le travail, en fait, en silo, si on veut. Mais ça aussi, c'est un parallèle énorme avec tout ce qui est amélioration continue et excellence dans les organisations. Ce qu'on voit souvent, ce que moi j'ai vu souvent en amélioration continue, c'est des équipes qui travaillent un projet qui les touche, mais on n'est pas indépendant des autres départements dans l'organisation. Fait que c'est soit qu'on ne se rend pas compte de l'impact que les gens avant nous ont dans le processus, dans qu'est-ce que nous, on travaille, ou on ne se rend pas compte de l'impact que nous, on crée en modifiant notre processus, mais en n'intégrant pas les gens à côté de nous. Donc, c'est un peu la même chose que tu viens de dire, Claudia, quand on parle d'un processus transversal, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde a cette vision commune de qu'est-ce qu'il faut atteindre. Ça veut, j'imagine, aussi des fois dire qu'il n'y a pas une équipe qui gagne plus que l'autre, mais qu'on accepte de négocier les termes ou on accepte de gagner les conditions, on accepte de négocier les conditions gagnantes pour que l'organisation, au bout du compte, réussisse et que ce ne soit pas une équipe qui réussit par-dessus un autre ou que ce ne soit pas, par exemple, la productivité qui gagne par-dessus l'efficience environnementale. Est-ce que c'est ça un peu que tu vois dans le transversal? Oui, tu as tout à fait raison, Véronica. Je pense que tu l'as vraiment super bien nommé. Donc, c'est le principe de partie prenante, c'est qu'en fait, on a évidemment, nous, un impact en tant qu'entreprise sur nos parties prenantes et elles ont un impact sur nous également. Donc, c'est justement de venir balancer les deux côtés, puis de travailler avec les parties prenantes, bien, c'est tout simplement super positif pour une entreprise puisque on le sait, quand on est dans une entreprise, dans la vie de tous les jours, on a un petit peu des œillères, on ne voit pas tout ce qui se passe d'une façon super globale. Donc, d'avoir des points de vue externes aussi à notre organisation, surtout de nos utilisateurs, entre autres, c'est évidemment un processus super gagnant pour l'entreprise aussi. Oui, effectivement. D'accord. Quand on parle de l'industrie 5.0, un des piliers de ce changement-là par rapport à ce qu'on connaît, nous, maintenant, comme l'industrie 4.0, c'est le focus qu'on met sur l'humain. C'est l'importance de ramener l'humain au centre de l'organisation. On a parlé dans la 4.0, on parlait beaucoup d'automatisation, robotisation, intelligence artificielle. On n'aurait plus besoin de personnel parce que tout va être fait par des machines. La réalité, c'est qu'une organisation n'existe pas s'il n'y a pas d'humain derrière, autant pour la structure, la stratégie, les décisions qui sont prises, mais pour qui on veut servir avec le produit ou le service que l'on déploie. Donc, l'industrie 5.0 ramène l'humain au centre de tout, surtout au niveau de l'employé, donc bâtir de la mobilisation, s'assurer qu'on est capable de créer un environnement. Avant, on parlait d'avantage concurrentiel envers nos clients. Là, on parle de l'avantage concurrentiel par rapport à nos employés. Dans le développement durable, il y a le S pour social. Qu'est-ce que vous voyez qui sont les parallèles entre qu'est-ce que l'industrie 5.0 proclame au niveau de l'approche centrée humain et qu'est-ce que vous voyez dans le développement durable côté social? Bien, du même principe, en fait, Véronica, je te dirais qu'on ne peut pas prendre le social seul, dans le sens que je te rapporterais ça même à la gouvernance. La gouvernance a un très grand rôle à jouer justement envers les employés, envers les parties prenantes. Donc, c'est très, très large. Puis, il faut aussi tourner ça vers l'équité, la diversité, l'inclusion. Je pense qu'il faut en parler dans le volet social, c'est très important. Puis, vous voyez, par exemple, sur les CA aussi, on en parle de plus en plus, donc de l'importance d'avoir des femmes, d'avoir des jeunes, d'avoir de la diversité.
Puis, Roxane va pouvoir vous partager 2 études, en fait, provenant du Collège des administrateurs de société. Il y en a une qui mentionne, par exemple, que la représentativité féminine est perçue comme étant un facteur contribuant à améliorer l'efficacité des CA. Ça apporte une orientation aussi qui est plus basée sur l'éthique, la saine gouvernance et la gestion des parties prenantes, comme on parlait. Puis, il y en a une deuxième, en fait, qui démontre que la présence des jeunes dans les CA apporte une diversité, justement, qui apporterait également à une meilleure gouvernance et performance, puis qui améliorerait la prise de décision. Donc, je trouve ça super le fun d'avoir des études comme ça qui, justement, viennent un peu plus mesurer le côté social qui n'est pas toujours facile à mesurer. Donc, en fait, c'est ça l'EDI. Si tu veux continuer, Josée, il y a tellement d'éléments à dire par rapport à l'EDI. Ben, je pense que tu as bien mis la table, Claudia. Puis, ben, Véronica et moi, on a la chance d'être impliqués aussi avec le réseau des femmes d'affaires du Québec. Dans un contexte où on entend beaucoup de l'importance de l'EDI. On a aussi les entreprises certifiées, que ce soit pour bon, toutes sortes de contextes, la communauté LGBT, les femmes propriétaires. Des fois, c'est un petit peu drôle parce qu'on considère qu'on est encore une minorité, les femmes à la tête d'une entreprise. On était encore à cette ère-là d'avoir ce type de reconnaissance-là pour une entreprise, une certification. En même temps, il faut le voir d'un autre côté, ça nous donne des opportunités parce que de plus en plus de donneurs d'ouvrages se dotent justement d'exigences en termes de diversité, inclusion et les achats doivent aussi en partie se faire auprès d'entreprises certifiées dont je fais référence. Mais j'irais même plus loin d'une certaine façon parce que tu parles de l'humain, Véronica, mais on peut se le dire, là, les entreprises, à moins d'être dans des centres de data, de données, on s'entend qu'une entreprise, par définition, c'est l'humain. Si on n'avait pas l'humain, l'entreprise ne serait pas viable. On a misé beaucoup aussi, les propriétaires, les gestionnaires d'entreprises sur la profitabilité. J'ai un principe de création de valeur qui est représenté par un triangle qui, par défaut, il y a les actionnaires, on a évidemment les clients, on a les employés. Pour moi, c'est les 3 pôles qui sont à privilégier pour amener de l'harmonie dans la création de valeur. Ça peut plus être juste les propriétaires qui font que des bénéfices, puis qu'en revanche, les employés ou à tout le moins les clients, ils ont à peine qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut que nous, on apporte comme peu importe gestionnaire d'entreprise, il faut qu'on apporte une valeur dans les organisations de nos clients. Même chose, il faut qu'on fasse évoluer notre équipe à travers le travail de tous les jours. Ben, pour moi, personnellement, c'est quelque chose, je dirais même, qui priorise, faut créer la valeur, faut que l'entreprise soit viable, forcément, qu'il y ait des profitabilités comme toute bonne entreprise, mais assurément, il faut qu'il y ait un équilibre dans tout ça. J'irais plus loin dans le contexte qu'il y a des nouvelles certifications qui vont même jusqu'à aller aviser la reconnaissance, on appelle ça la certification WELL Équité, qui va traiter justement l'équité, la diversité, l'inclusion. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau. Il y a un beau projet pilote que vous allez entendre parler, auquel on a la chance de collaborer avec un gros promoteur ici à Montréal. Et en revanche, il y a des certifications environnementales pour les matériaux, les produits. Ça peut être une compagnie comme L'Oréal qui ont cette certification-là qu'on appelle Cradle to Cradle, qui démontre justement pas juste les propriétés environnementales d'un produit en soi, parce que je pense que comme consommateur, les gens viennent plus informés et habiles à faire l'élément de différenciation d'un produit versus l'autre. C'est pas juste l'emballage. On remonte avec cette certification-là jusqu'à même les conditions de travail des gens. C'est un segment que, vous m'excuserez le terme anglais, mais qu'on appelle le module Social Fairness. Est-ce que les gens qui travaillent dans les grandes compagnies pour lesquelles ils vont se déplacer, ils vont rester dans l'usine pendant la semaine, est-ce qu'ils sont dans des environnements sécuritaires et ainsi de suite? Alors ça, c'est des belles reconnaissances qu'en tant qu'entreprise et de création de valeur, jusqu'où on veut aller.
On n'est pas obligé d'aller, comme je dis souvent, le développement durable, c'est un petit pas à la fois. On n'est pas obligé de prendre toute la même bouchée d'un seul coup. Si on veut que ce soit viable dans le temps, bien, assurément, il faut que ce soit intégré dans l'organisation. Je reviens à ce que je disais au début, il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on fait aujourd'hui puis que ce ne soit pas là demain. Donc, il faut que ce soit bien implanté. Alors, ben forcément, une des recommandations que je dirais, c'est quand on fait notre planification stratégique, c'est bien d'arrimer ça aussi avec nos objectifs qu'on va développer en termes d'orientation développement durable. Donc, écoutez, on parle, peut-être une chose que je dirais, développement durable, ça peut être tout puis ça peut être rien. Donc ça, c'est le piège à ne pas tomber. Il ne faut pas laisser paraître qu'on veut faire développement durable puis qu'on fait juste comme en surface faire des choses. Je réitère qu'il faut que ce soit bien intégré dans l'organisation, d'où l'intérêt de faire ça aussi en parallèle avec des orientations stratégiques de l'entreprise, des objectifs. On va avoir des KPI. Donc, et là, ça va rayonner autant à l'interne qu'à l'externe de notre organisation. Je voudrais juste remettre mon chapeau à approvisionnement quelques secondes parce que vous avez parlé beaucoup de qu'est-ce qui était diversité, équité, inclusion. En anglais, on commence à parler de DEINB, belonging, que je ne sais pas comment traduire en français. Puis Josée, tu as touché un petit peu avec les certifications d'entrepreneuriat de femmes entrepreneurs, de LGBTQ+, les différentes certifications liées à la diversité des fournisseurs, puis je dis bien diversité entre guillemets, parce que comme tu as dit, les femmes, on est considéré la diversité. Au niveau des chaînes d'approvisionnement, puis au niveau de l'approvisionnement, la diversité va beaucoup plus loin que juste nos quatre murs à nous, qu'est-ce que nous, on peut contrôler au niveau de l'entreprise. Donc, on parle beaucoup, surtout dans les chaînes d'approvisionnement internationales, on parle beaucoup de connaître qui sont nos fournisseurs et les fournisseurs de fournisseurs, s'assurer que les employés qui sont dans ces endroits-là sont traités avec respect, dans des normes d'employabilité respectables. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'esclavage dans les chaînes d'approvisionnement dans lesquelles on travaille, que les employés travaillent dans des entreprises qui sont sécuritaires, qui tiennent à cœur leur sécurité et leur bien-être. Donc, ça va vraiment, vraiment beaucoup plus loin que seulement dire qu'il faut s'occuper de nos employés. On commence avec nos employés peut-être, mais il faut vous aussi regarder à l'extérieur avec qui on travaille. Puis juste revenir tantôt aussi, Josée, tu disais, il faut s'assurer de l'intégrer, que ça fait partie de quelque chose de plus grand que juste de dire on veut faire ça. En anglais, il y a un terme pour ceux qui font juste la moitié, ça s'appelle du greenwashing. Oui, exactement. Montrer que, mais en fait, il n'y a aucun effort qui est mis derrière, il n'y a aucune approche qui est déployée pour tout ça. Tantôt aussi, puis là, je vois des belonging appartenance. Merci, Lynn. Je vois aussi quelques commentaires. Lynn, ta question, tantôt, on va y revenir. C'est une des questions qu'on va aborder. Donc, je la garde en suspens. René a mentionné une bonne mention des certifications web. Et aussi l'image du triangle. Puis moi, j'ai un autre triangle qui est en tête, qui est le triangle du triple bottom line. Absolument. Qui, lui, est vraiment l'équilibre dans l'organisation entre la profitabilité, la pérennité profitable de l'entreprise, le côté environnemental et le côté social. Et ce qui est intéressant de cette étude-là, de cette méthodologie-là, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut en faire un plus que l'autre, mais qu'il faut vraiment atteindre un équilibre entre les trois. Moi, j'ai vu les articles que ces auteurs-là ont écrits, puis l'auteur de l'étude principale a ressorti un autre article dans le Harvard Business Review dans lequel il dit avoir su comment le principe était pour être utilisé dans les organisations, il ne l'aurait pas sorti, l'article. C'est intéressant. Il dit que les gens l'approchent pas de la bonne manière. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les trois points qui doivent nous aider à prendre nos décisions communes dans les organisations. C'est pas de tirer la couverte d'un côté ou de l'autre du triangle, mais c'est vraiment de s'assurer qu'il y a un équilibre entre les trois principes pour s'assurer qu'on prend les meilleures décisions en considérant la pérennité financière, le côté humain et le côté environnemental. Je peux peut-être faire un parallèle, puis ceux qui sont du domaine du bâtiment durable vont peut-être faire un lien, mais quand on parlait de la certification LEED, qui est un système de certification environnementale pour avoir une reconnaissance jusqu'à où on peut aller dans l'innovation de la performance d'un bâtiment, ben moi, je me suis fait communiquer souvent, « Ah, Josée, on voudrait faire un bâtiment durable, un bâtiment écologique. »
Puis, par la force des choses, je demandais aux gens forcément, c'est quoi votre vision? Parce que, tu sais, il faut encore là aller voir les objectifs de chacun. Puis, ça se traduisait bien souvent en, je fais une toiture végétale. OK, mais ça c'est bien, mais encore. Oui, il faut aller plus loin que Alors, ça. et puis, on entend beaucoup de carboneutralité. Alors, jusqu'où les frontières qu'on veut tenir compte? Est-ce que ça va inclure le transport, le déplacement? Est-ce qu'on s'en tient à juste la performance de notre bâtiment? On appelle les scopes 1, 2, 3. Oh. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Maintenant, on reparlera un petit peu à la conclusion tantôt par où commencer, parce que c'est important aussi de ne pas laisser les gens un peu dans le néant. On parle de plein de choses, mais il y a une démarche structurée pour faire cette démarche-là de développement durable. Les gens ne sont pas laissés par eux autres mêmes parce qu'encore là, il y a beaucoup à apprendre. Notre notion de développement durable, on a toute une compréhension qui peut être différente. On peut prendre le train au complet ou une étape à la fois. Alors, ça dépend de la rapidité où on veut et où on peut, parfois, dans une organisation, mettre ça en place. Je réitère l'importance de si on fait quelque chose, il faut que ce soit quelque chose d'intégré et que ça demeure en place. Donc, encore là, pas juste le faire en survol. Donc, c'est un peu tout ça là, qu'il faut comme cadrer, réfléchir. Il y a beaucoup de brainstorming parce qu'il y a des intentions, mais après ça, il faut rendre ça en concrètement. Comment on fait tout ça? Tout à fait. Ben, Puis, justement, oh, Claudia, ce que j'allais juste dire concrètement, justement, si on embarque dans la question comment on s'y prend, qu'est-ce que les organisations doivent faire pour entreprendre cette démarche-là? Mais Claudia, finis ta réflexion aussi. En fait, on parlait de concret. Je voulais revenir un peu à ton approvisionnement que tu mentionnais plus tôt. Ben justement, tu sais, on le voit souvent des politiques maintenant d'approvisionnement responsable où on va venir vraiment évaluer de façon vraiment très précise, tu sais, les critères justement qu'on vient sélectionner. Donc, comme Josée, elle disait, c'est pas juste de le faire de surface, de mettre une politique, par exemple, c'est un bon début, mais évidemment, après ça, il faut que ce soit appliqué, cette politique-là. Il faut aller plus loin que ça. Il faut, tu sais, choisir des indicatifs de performance, mesurer aussi, c'est très important. Ça nous permet de voir où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on veut aller. Puis c'est une forme de transparence après ça aussi pour pouvoir le communiquer à nos parties prenantes. Puis démontrer justement, comme en fait vous deux, vous le disiez plus tôt, on ne veut pas aller vers du greenwashing qui est en fait vraiment un décalage entre ce que l'entreprise projette puis ce qu'elle est réellement. Puis en le mesurant, ben, c'est une bonne façon justement de pouvoir rendre des comptes. Oui, absolument. Si je peux juste bonifier, Véronica, si le temps nous permet, les investisseurs gèrent mieux leurs risques aussi quand une entreprise a l'aspect d'engagement, développement durable. Moi, je le vois beaucoup au niveau des investisseurs immobiliers, ne serait-ce que gérer le risque de par l'augmentation de l'assurance, l'augmentation du coût carbone dans le futur, l'augmentation aussi de l'importance par rapport à comment mon bâtiment va se comporter dans le temps, ceux qui vont prêter d'un point de vue finance pour ces actifs-là, que ce soit les banques, que ce soit les investisseurs, leur argent de leur poche, bien, tout le monde veut gérer ce risque-là. Donc, d'où à ce moment-là, le développement durable vient comme un peu ancrer des pratiques et ben, moi, j'appelle ça un certain contrôle qualité. Non seulement au-delà de créer de la valeur, mais ça permet aussi de gérer le risque dans le temps. Il faut penser à un investissement, bien souvent, c'est plus long terme. Il y a des investissements à plus court terme, mais encore là, dans ce cas-là, ça va créer de la valeur, donc forcément, ça peut être aussi bénéfique. Mais justement, si on commence à parler de concrètement, qu'est-ce qu'une organisation peut faire pour commencer sa réflexion et à intégrer le développement durable dans sa stratégie? Bien, j'aime toujours dire que le développement durable, dans un premier temps, il faut avoir une photo de où on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas déjà des bonnes choses. Donc, il faut bien souvent essayer de s'arrêter, de regarder c'est quoi les actions qu'on fait. Ceci étant dit, ça se fait pas tout seul une personne, hein. Je pense que Claudia l'a bien exprimé. Je peux vous partager un petit peu, comment ça s'est déroulé même, bon, dans le cadre de plusieurs mandats auxquels on chapeaute, mais d'un autre côté, je peux vous partager, de notre vécu, avec la démarche de certification parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher une certification. Je vais y revenir.
Mais dans un premier temps, il faut avoir un diagnostic qu'on appelle, qui est la première étape. Alors, voir où on se situe. C'est sûr que là, rapidement, ça nous donne un portrait comme une photo qu'on arrête dans le temps. Voici où nous sommes aujourd'hui. De là, on va arriver à dire, bon, ça serait quoi nos objectifs? Ça nous permet d'essayer d'envisager qu'est-ce qui est à prioriser de notre côté, qu'est-ce qui nous tient à cœur. On parlait d'indicateurs de performance. Encore là, pas juste dans le E, qui est l'environnement, il faut penser au S et au G, qui est la gouvernance et le social. De là devrait découler un plan d'action. Le plan d'action, généralement, comme je disais tantôt, ça peut être intéressant de l'arrimer avec notre planification stratégique. Si on a un plan d'action de 3 ans, on y va avec cette échelle de temps-là. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Et ultimement, une fois qu'on a ce plan d'action-là, ben, on arrive à la phase d'implantation. Donc, techniquement parlant, quand on entend parler d'avoir un rapport ESG, qui est environnemental, social et gouvernance, faut avoir fait un cycle de 12 mois parce que, comme le disait si bien Claudia, il faut se mesurer. Donc, je pourrais revenir sur les certifications, mais Claudia, peut-être tu voulais bonifier un peu là, ce que je viens de mettre en contexte. Tout ce que tu mentionnes est vraiment bon. Je pense qu'en fait, c'est une obligation d'être aligné avec la planification stratégique parce que c'est vraiment justement, on vient justement voir est-ce que notre mission, nos valeurs, notre vision, est-ce que tout ça, ça s'arrime avec où est-ce qu'on s'en va? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions en fait à avoir. Puis, si on travaille d'une part le plan de planification stratégique, puis d'une autre part le plan d'action en responsabilité sociale, on vient comme briser en deux un processus qui devrait être cohérent ensemble encore. C'est toujours encore une question, c'est ça, de cohérence. Je pense que c'est le bon mot à utiliser dans ce cas-là. Puis, on peut revenir peut-être, si tu veux, Josée, peut-être plus aux certifications. Ça va donner quelque chose de plus concret. Mais avant qu'on passe aux certifications, qui est responsable du développement durable? Si on dit que le développement durable doit faire partie de la réflexion stratégique, qui est responsable du développement durable dans l'organisation? C'est une bonne question, ça, Véronica. Ouais. En fait, je dirais qu'honnêtement, c'est une responsabilité partagée, le développement durable. Je ne pense pas qu'il doit y avoir une seule personne dans une organisation qui est responsable de ça. Mm-hmm. Par contre, c'est certain que si on a un CA, normalement, ça doit découler du CA, puisque le CA prend, justement, décide en fait des stratégies, approuve les politiques. Donc, évidemment, il faut que ça parte un peu du CA. Après ça, ça allait dans la direction. Puis, souvent, ce qu'on voit à l'interne, tu me diras, Josée, si tu as vu autre chose, mais on met souvent en place, en fait, un comité qui va découler de la direction ou du CA. Puis, on va intégrer souvent des employés à l'intérieur de ce comité-là. Puis, évidemment, une personne qui va être quand même responsable de faire les suivis, de prendre les mesures. Mais comme je dis, je ne pense pas que c'est une seule personne qui se doit d'être responsable de la démarche. Ben, je dirais même que c'est une question de viabilité, que ce ne soit pas une personne. Sinon, tant qu'à moi, ça ne serait pas intégré dans l'organisation. Puis, il faut, une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est qu'il faut que les ressources soient mobilisées de l'organisation pour aller dans cette direction-là. Parce qu'après, on a tout un petit bout qui nous appartient dans le développement durable, dans une organisation, que ce soit des bonnes pratiques au niveau de performance, de la gestion des matières résiduelles, que ce soit de contribuer à une bonne cause, puis que là, les employés participent. Donc, si on fait ça tout seul, pour moi, tant qu'à moi, ça ne sera pas viable. Je peux peut-être partager dans un contexte où nous, personnellement, on a fait la démarche pour obtenir une certification qui s'appelle B Corp. Alors, peut-être qu'on pourra vous mettre le lien. Vous pourriez avoir accès à tout le matériel gracieusement. C'est vraiment un outil que je trouve qui est extraordinaire, qui est à portée de la main. Pour vous présenter un petit peu la démarche en soi, c'est que d'une part, effectivement, comme Claudia disait, c'est une intention de départ que on a. Nous, dans notre vision dans l'entreprise, ça va de soi que c'était comme du gros bon sens d'obtenir une certification pour reconnaître. En fait, il faut se placer dans un contexte qu'on ne veut pas s'auto-proclamer. Peu importe, quand on vise une certification, c'est ça le but. C'est d'avoir la reconnaissance dans nos actions et par le fait même, ça amène de la rigueur aussi.
ayant pris cet engagement-là, rapidement, on a mis en place un comité, je vais dire un comité maître de la démarche. Et par la suite, on a mobilisé chacune de nos membres de l'équipe qui devenaient responsables d'un comité en gouvernance, un autre en social, d'autres auprès des collaborateurs. Donc, il y avait vraiment différents comités qui touchaient justement la globalité des orientations développement durable auxquelles on devait s'attarder. Et c'est là où que chacun pouvait développer, que ce soit des politiques, évidemment, ça prend une politique développement durable au sens large dans une organisation. Il faut que dans notre mission d'entreprise, le développement durable, ça soit teinté, que ce ne soit pas non plus une mission pour laquelle on ne fait pas du tout référence au développement durable. Ça va remonter justement jusqu'à notre mission d'entreprise. Et ultimement, à ce moment-là, les comités vont travailler avec des éléments spécifiques. On ramène ça global au comité maître et par la suite, on partage à tout le monde les constats et les orientations qui sont mis en place. Donc, assurément, là, juste le petit descriptif que je vous donne là de comment faire. Je lisais une question tantôt, comment inciter les gens à le faire? Bien, je pense que pour moi, en mobilisant les ressources, forcément, ça fait en sorte que les gens y adhèrent. Et par le fait même, c'est sûr que la haute direction, là, ça c'est une autre discussion, une autre question en soi sur comment convaincre la direction de le faire. Moi, je peux dire que présentement, il y a des gens qui perdent des opportunités dans un contexte où ils n'ont pas nécessairement le développement durable intégré dans leur organisation. Bon, maintenant, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal aux entreprises? Ça, c'est à voir. Mais ceci dit, si je regarde d'un point de vue à l'interne dans les organisations, une belle façon d'intégrer ça, c'est de mobiliser nos ressources. Et on est surpris à chaque fois comment les gens, là, puis je le vis à chaque fois, sincèrement, là, je le partage avec tout mon cœur de dire comment les gens sont contents de participer à cette démarche-là. Il ne faut jamais négliger comment c'est reçu à l'interne dans une organisation, toute la poids, la valeur que ça a, parce que les gens sont rendus là. Je veux dire, développement durable, on est tous sollicités dans nos pratiques quotidiennes, pas juste au travail, Partout. partout. Donc, on ne peut plus faire semblant de faire les choses non plus. Donc, moi, ça nous pousse à voir comme quelqu'un comme Claudia, comme Roxane dans l'équipe. Moi, ça me pousse comme gestionnaire d'entreprise à être meilleure. Puis c'est ça que je choisis d'avoir aussi comme opportunité dans mon organisation. Parce que si on reste où on est, bien, on risque de manquer le bateau plus tard, là, peu importe. Dans un contexte X, Y, Z, assurément, ça nous rattrape à un moment donné. Absolument. Roxane a mis le lien en passant pour la certification B Corp pour ceux qui sont intéressés d'aller voir les informations. Avant qu'on passe aux certifications qui existent, Michael a mis un commentaire sur l'utilisation du design thinking pour aider dans une démarche de co-création. Moi, j'ai déjà rédigé un article qui est sur mon blog sur le site web qui parle de comment on peut utiliser les principes et les outils de l'amélioration continue, particulièrement du lean management, pour être capable d'identifier des opportunités en lien avec les ESG, mais aussi comment intégrer la productivité de l'organisation, la performance de l'organisation avec les principes ESG, d'où ma question que je vous ai posée tantôt, qui est responsable? D'un point de vue amélioration continue, ce que moi je vois, c'est qu'on a tendance à créer une équipe développement durable avec des rôles et des responsabilités développement durable. Et on a tendance à créer une équipe amélioration continue qui a un rôle et responsabilité au niveau de la performance et de la productivité. Là, quand on dit que c'est une responsabilité partagée, moi, ce que j'entends, puis ce que je pense qui serait la bonne approche, mais j'aimerais avoir vos opinions là-dessus, ça serait d'arrêter de créer des comités qui ont la responsabilité de regarder les résultats de développement durable, le résultat de la productivité, le résultat de santé et sécurité, par exemple, mais d'avoir des comités qui sont là pour évaluer ou pour améliorer la performance globale de l'organisation, pour qu'on arrête de regarder toutes nos fonctions en silo, mais qu'on ait vraiment cette vision de dire, bien, si notre stratégie d'entreprise est de suivre ces étapes-là en développement durable, d'atteindre ces niveaux de productivité-là, d'atteindre ces secteurs-là, bien, comment est-ce que tous ces secteurs-là ensemble, tous ces réflexions-là ensemble nous permettent d'atteindre ces objectifs-là? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous le voyez comme étant une vision réaliste de la chose? Une ou l'autre, c'est pas grave. Ben oui, en fait, de ce que... Vas-y, Claudia. Veux-tu y aller, Claudie? Vas-y, je parlerai après.
Parfait. Ben, en fait, ce que tu parles, c'est de la gestion des risques extra-financiers également. Fait que c'est un peu ça, en fait, les ESG, c'est des risques extra-financiers. Puis c'est certain que tout le monde doit être effectivement inclus, Véronica, comme tu dis, parce qu'au final, ben, il va y avoir nos gens en marketing, en communication, qui vont venir communiquer nos efforts, puis il faut qu'ils le fassent de la bonne façon, justement, pour que ce soit, comme on se disait tantôt, pas du greenwashing, vraiment très représentatif de ce que l'organisation fait vraiment. Au niveau des ressources humaines, bien, on parle évidemment de mettre en place justement des pratiques d'équité, diversité, inclusion. Donc, évidemment, ils doivent aussi être inclus dans le processus. Puis tout ça est interrelié, tu sais, bonnes conditions, en fait, pour les employés. Ça veut dire également une augmentation de la productivité de l'employé aussi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, il ne faut pas travailler en silo. Évidemment, il y a des comités qui doivent avancer certaines choses un peu plus rapidement, on s'entend, mais de là, le but de communiquer aussi toutes nos actions à l'interne. Donc, quand on parle de communication, ce n'est pas juste à l'externe, mais à l'interne, d'être sûr que, bon, si on a un manuel de l'employé, si on a des politiques, bien, est-ce qu'on est certain que tout le monde est au courant, les a lus, les a signés, puis sait vers où on s'en va pour pouvoir justement participer de façon plus commune, plus globale? Ben, je pense que Joël m'a volé mon mot-clé de la fin, c'est une culture d'entreprise. Oui, je connais bien Joël aussi. Je pense que quand on parle de création de valeur, c'est ce à quoi je fais référence. D'ailleurs, je vous invite à aller voir leur film. Moi, j'ai je dirais, j'ai la chance d'avoir un bagage extraordinaire, justement, en termes de collaboration. La culture de collaboration, ça ne s'est pas bâti du jour au lendemain. On est encore dans ce processus-là de réfléchir en tant qu'humain comment je dis souvent que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, dans un contexte comme ça, j'ai la chance de faire, comme on disait tantôt, des ateliers. Là, je suis facilitatrice mandatée là, dans plusieurs projets pour la Société québécoise des infrastructures auxquels on réunit les parties prenantes. Il y a des gens, évidemment, des organisations, pour lequel on va déployer une équipe pour faire un projet, peu importe. Il y a des gens du gouvernement, il y a parfois même des constructeurs. Ben, croyez-le ou non, on met tout ce monde-là autour d'une table puis on réfléchit au projet, comment faire le meilleur projet. Là, je ne vous parle pas d'une organisation pour laquelle on fait une démarche de développement durable, mais en soi, c'est le fondement du développement durable, la collaboration, parce qu'on n'arriverait jamais à faire un aussi bon projet si on n'avait pas toutes ces parties prenantes-là autour de la table, auxquelles on réfléchit même comment les gens vont vivre dans le bâtiment plus tard. Donc, entendre ne serait-ce que le professeur, le médecin, l'infirmière, dans leur réalité, hey, ben José, si on y va avec telle civière, ça passera pas dans ce corridor-là. Là. Je vous dis quelque chose de simpliste, là, mais c'est déjà des conversations que j'ai entendues parce que ces gens-là sont terrain. Alors, c'est d'où connecter la réalité parfois de gestionnaire d'entreprise et la réalité dans notre organisation selon le rôle de tous et chacun. Puis tout ça est basé sur la communication. La communication en soi, il y a des choses que parfois on n'est pas nécessairement tous au fait de ce qui se passe dans le fin détail et on crée cette occasion-là de communication, de collaboration pour enrichir qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Donc, pour moi, ça reste quand même, au-delà de tout ça, une culture. Puis, Véronica, je ramène ça à tes processus. On a la chance de faire un projet ensemble. Puis, au début, tu me demandais, ben José, c'est quoi, toi, ton objectif dans la démarche d'amélioration continue et d'optimisation de nos processus? Ben, la première chose, si tu te rappelles, moi, j'ai dit, il faut que ça en devienne une culture d'entreprise. Parce que, encore là, si ça ne l'est pas, ça veut dire que pour moi, ça ne sera pas intégré dans notre organisation à long terme. Puis c'est ça encore là qui, à mon avis, va donner encore plus de valeur si ça fait partie de notre culture. Oui, c'est des choses, c'est des réponses qui font plaisir à entendre parce que là, on voit qu'on apporte vraiment, comme consultant externe, comme personne qui vient de partager ses connaissances et son expertise, c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment aider l'organisation à atteindre des nouveaux sommets. Tandis que quand c'est, ben là, j'ai juste besoin de le faire parce qu'un client me le demande ou parce que si, mais qu'il n'y a pas de volonté interne à vouloir s'améliorer, à vouloir exceller, à vouloir continuer à se développer comme organisation,
c'est très fermé comme vision. Fait que la réponse que tu me donnes, puis je pense que ça s'applique à vous aussi quand vous voulez travailler avec des nouveaux partenaires, quelqu'un qui veut vraiment l'intégrer dans sa façon d'être, dans sa façon de faire les choses, c'est là où on a le plus grand gain dans lequel on peut collaborer, absolument. Ben, tu m'amènes un point que je veux quand même souligner. Pour moi, c'est important justement ces alliances-là stratégiques, que ce soit avec des fournisseurs, avec des partenaires. Techniquement, ça fait partie de la philosophie de développement durable. On a toujours des fois un penchant à dire oh non, moi je vais garder ça pour moi parce que c'est comme un avantage concurrentiel. Mais personnellement, j'ai toujours cru en la collaboration et ultimement, on arrive à faire plus. Pour moi, je tiens à souligner aussi qu'on a eu une partenaire, Marie-Josée Roy, dans plusieurs de nos mandats développement durable pour lequel elle a contribué. Marie-Josée est une personne extraordinaire aussi en termes de partage de savoir, ce qui nous a permis aussi d'évoluer Vertima et d'avoir notre département. Marie-Josée, c'est une bonne partenaire, au même titre que toi, Véronica, mais ceci dit, il faut penser à ces alliances-là stratégiques parce que c'est ce qui nous renforce comme organisation. Puis je dirais même, ça vient parler sur qui on est comme entreprise, justement, parce que on n'est pas juste là, je m'excuse si j'utilise le terme, mais en termes d'un signe de pièce, là. On veut toujours aider nos clients, on veut enrichir nos connaissances, on veut évoluer. Moi, je veux que mon équipe évolue, puis on veut donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Donc, on met toutes les ressources autour d'une table pour que ce soit le plus fructueux possible sur tous ces angles-là, là. Oui, tout à fait. Fait que si on revient à ce qu'on disait tantôt, les certifications. Maintenant, une entreprise qui. Il fallait parler de certification, hein? Oui, on vient d'en parler, mais parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des certifications au niveau de la propriété d'entreprise, comme on a parlé tantôt. Il y a des certifications au niveau qualité, comme les ISO et un paquet d'autres certifications. Mais il y a beaucoup de certifications disponibles au niveau de l'environnement, du côté ESG. On va garder ça plus large. Il y a beaucoup de certifications possibles. Avant que vous nous parliez des différentes certifications, moi, j'aimerais ça si on pouvait détailler ou expliquer un peu deux choses. Pourquoi une organisation devrait aller vers des certifications? Et deux, c'est quoi le bénéfice? Je pense que ça peut être la même question, mais je vois vraiment comme en deux étapes. C'est pourquoi réfléchir à ça, mais après, c'est quoi le bénéfice qu'on peut en tirer comme organisation si on a passé dans un processus de certification? Et après, on pourra parler, si vous voulez bien, des différentes certifications disponibles. Bien, Claudia, je te ferai commencer parce que moi, je vais trop parler tout de suite. Non, mais moi, je te laisserai aller, Josée, parce que, en fait, c'est ce que Vertima fait depuis le début, de l'accompagnement dans des certifications. Fait que je pense que Josée, c'est la meilleure personne pour pouvoir parler de pourquoi faire ça. Ben, c'est sûr que je m'emballe quand on parle de certification. Puis honnêtement, j'ai toujours dit que avoir une certification, c'est pas la solution, c'est une solution, c'est volontaire. Même chose quand on parle de développement durable. Pour moi, c'est un résultat d'accomplissement et de reconnaissance de nos actions. Je reviens à ce que je disais tantôt, on peut s'autoproclamer là, il n'y aura jamais personne qui va comme venir nous dire qu'on ne peut pas dire telle chose. Puis il n'y a personne qui va aller voir en arrière, scène de comment ça se passe dans la vraie vie. Mais quand on va chercher une certification, bien, assurément, il faut démontrer les conformités, il faut démontrer les preuves. Autrement dit, c'est pas pris à la légère. Ceci étant dit, bon, on n'est pas obligé d'aller chercher une certification en débutant. On peut utiliser les outils. Je vais parler d'une norme d'apprentissage qu'on appelle BNQ 21000, qui existe depuis 2011 quand même. C'est assez simple. C'est tout simplement des grilles. Et là, vous voyez, en répondant aux questions, votre niveau de maturité dans chacun de ces segments-là. Alors, tout simplement, puis là, on touche toujours l'aspect gouvernance sociale, environnemental, ça va de soi. Je trouve que c'est un outil qui est très bien fait. Encore là, c'est gratuit. Vous pouvez aller les chercher sur le site de BNQ et vous cherchez la norme BNQ 21000. Donc, c'est plus comme une auto-évaluation. C'est arrivé justement qu'on a fait cette démarche-là auprès des clients parce qu'ils voulaient se familiariser à comprendre c'est quoi. D'où un peu, là, si on veut, la connotation norme d'apprentissage. Ceci étant dit, ça vient parfois justement positionner qu'est-ce qui est quoi. Ça vient donner le ton à justement la direction sur leurs orientations. Ça vient comme un peu cadrer et préparer le terrain. Je vais dire ça comme ça.
c'est pas rare, en revanche, que les gens vont soit passer par ce passage-là, cette étape-là, ou il y en a qui vont dire, ben non, moi, je me sens prête, je sais qu'on fait déjà des bonnes choses. On va sauter tout de suite à une certification comme B Corp, comme je mentionnais, qu'on a la chance d'avoir passé au travers, je vais le dire. C'est une certification pour laquelle vous avez accès encore là aux outils gratuitement. Vous allez passer le questionnaire en revue. Vous avez un nombre de points. Ceux qui connaissent les certifications, hein, c'est toujours basé là-dessus, le nombre de points. Avec B Corp, c'est pas que vous avez tant de points que vous êtes un niveau A. C'est le minimum, c'est 80 points qu'il faut avoir. Il y a un total de 200 questions. Et quand on rouvre une question, ça en rouvre une autre avec des précisions et d'autres opportunités d'aller chercher des points. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se doter d'objectifs aussi. Alors, à partir du moment où on fait, comme je dis souvent, la première étape, le diagnostic, on remplit le questionnaire. Ah, puis là, on identifie où on se positionne, mais où on aimerait aller. Donc, dans le même outil, en plus, on a l'aspect de déterminer quels seraient nos objectifs. Alors, en soi, c'est encore là une démarche qui est structurée, qui est à notre portée. C'est sûr qu'on ne se cachera pas, là, je ne veux pas sembler opportuniste, mais c'est quand même beaucoup de choses à mettre en place. On peut s'y perdre à un moment donné ou se décourager, puis une démarche structurante peut assurément aider et appuyer et surtout encourager. Même nous, on s'est fait encourager d'une certaine façon dans notre démarche. On a assuré une rigueur dans la démarche pour l'amener à terme. Comme toute chose, ça peut être un projet qu'on a l'intention, mais qui ne se traduit pas nécessairement toujours en action de par la réalité de toutes les organisations, les entreprises. Tout ça pour dire que quand on travaille avec un processus, ben oui, puis qu'on a un objectif, qu'on a une commande claire, ben assurément, on a tout en main. Et la certification en soi vient nous amener une reconnaissance de comment on a performé. Ceci dit, on a aussi accès à une communauté B Corp dans le contexte d'une certification B Corp. Qu'est-ce que ça veut dire une communauté B Corp? Ben, moi, je sais que telle organisation sont certifiées, j'ai un architecte qui est certifié B Corp. Ça vient comme on parle le même langage. Donc, quand on disait, là, les alliances stratégiques, parfois, peuvent même nous donner un peu cette opportunité-là. En ayant des organisations, je ne l'ai pas trop axé là-dessus, mais je pense que c'est un fondement en soi qui ont les mêmes valeurs d'entreprise. Donc, ça parle en soi et veut pas, ça génère aussi des opportunités. Donc, ce qu'il faut aussi anticiper, par contre, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est que ça ne s'arrête pas là. On l'a dit en introduction, on a des devoirs à faire annuellement. Ne serait-ce aussi qu'à la direction, on se dote d'objectifs au niveau ESG. Donc, dans nos KPI, on a des comptes à rendre, même, je dirais, à notre équipe qui a aidé à mettre ça en place. Alors, tout ça fait partie d'une démarche globale et on doit anticiper se refaire certifier après 3 ans également. Donc, quand on commence, ultimement, c'est là où que ça nous aide à se mettre une belle structure. Personnellement, je trouve que ça nous donne justement cette opportunité-là de bien intégrer dans l'organisation le développement durable. Mais ceci dit, il n'y a pas de mauvaise façon. Il faut juste le faire, pour les bonnes raisons, il faut le faire au bon moment et il faut surtout le faire pour que ça demeure après dans l'organisation. Claudia, de ton côté, voulais-tu ajouter des choses? Ben, quand même, José l'a bien mentionné. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Il n'y a pas une façon qui est parfaite non plus. Même principe, B Corp, on dit que c'est un système de points. On ne peut pas arriver à avoir tous les points dans B Corp, c'est impossible. Impossible, non. Impossible. Tout simplement parce que c'est selon le type d'industrie, selon les services, type de produits, bref, collaborateurs, tout peut changer un petit peu le système de pointage. Puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment que c'est ça, c'est une démarche d'amélioration continue, en fait. Puis, c'est une chaîne qui repart là, un peu. Je ne sais pas si Roxane peut nous partager là, la belle image de BNQ 21 000. Je trouve qu'elle parle beaucoup, qui mentionne que c'est une démarche en fait qui est vraiment transversale, comme on a dit, puis qu'il faut continuer aussi à avoir un dialogue en continu avec nos parties prenantes également. Donc, principe de certification, ben c'est ça, c'est une façon, par exemple, dans B Corp, on se fait auditer. Oui. Donc, c'est souvent ça avec les certifications. On est audité par une tierce partie. Donc, évidemment, ben José me dirait demain, je ne la connais pas, j'ai la meilleure entreprise du monde, on fait tout. OK, mais de quelle façon tu me le démontres, ça? Ça donne la crédibilité.
Tout Absolument. à fait. Ouais. Vraiment. On a une question dans le chat qui a été posée tantôt, puis je pense qu'on l'a répondu, mais peut-être pas directement. Fait qu'avant qu'on passe à la conclusion, puis il y a d'autres questions, s'il y en a d'autres qui se rajoutent, je voudrais vous la poser. En fait, c'est Lynn qui nous dit qu'il y a beaucoup à faire pour sensibiliser les dirigeants des PME au Québec sur le développement durable et viser au-delà de la performance, l'efficacité, de la productivité. Lynn, on parle le même langage comme d'habitude. Quelles seraient vos recommandations pour les inciter à emboîter le pas sur le développement durable? Par où on commence, Josée? Honnêtement, déjà d'assister aujourd'hui au webinaire, je pense que leur transmettre, parce que ça va être diffusé, je crois, Véronica, corrige-moi si je me trompe, leur transmettre la conversation, puis en toute transparence. Donc, on s'entend aujourd'hui, c'est une conversation ouverte. On est là pour aider à la base, puis c'est important. Si les gens prennent le temps de se faire une tête sur c'est quoi, puis de pas leur mettre ça gros. Puis, vous savez, comme des fois, des gens dans le domaine, on peut se rendre indispensable, mais je pense que les gens, il faut que ça vienne de l'ADN aussi, de où les gens veulent aller. Puis, j'ai la chance de parler avec beaucoup d'organisations, comme je disais, même à l'échelle internationale, pas plus tard que hier, puis aujourd'hui, je parlais à des présidents d'entreprises là, en Grèce puis en Égypte. Là, on n'est pas dans la porte à côté. Puis les deux, là, c'est des présidents de grosses entreprises. Puis ils me disaient, Josée, il faut qu'au-delà de mon produit, de mon offre, il faut que dans mon organisation, j'ai que je dégage que je suis une entreprise qui est engagée au niveau développement durable. Donc, il y a une valeur pour ça aussi. Donc, faut pas attendre qu'on est obligé de nous le demander. C'est un peu ça le sentiment, je ne veux pas dire d'urgence, mais que ce soit par nos investisseurs, que ce soit par notre clientèle, que ce soit par des opportunités d'affaires en termes de répondre à des appels d'offres. Moi, j'ai justement dans le réseau des femmes d'affaires, à un moment donné, une propriétaire qui m'appelle. Elle me dit, Josée, je dois répondre à tel appel d'offres. Puis là, il me demande plein de questions sur le développement durable. Puis là, elle dit, il va falloir que si je veux être acceptée comme fournisseur, que je mette ça en place. Là, elle était comme mal prise parce que c'était minuit moins une. Elle savait pas, là, elle était un petit peu comme démunie. Puis, je nommerai pas de nom, mais c'était quelqu'un qui vendait des cartouches d'encre, là. Donc, dans un contexte comme ça, là, vous voyez qu'on est très vaste là, dans les produits, services, peu importe. Donc, si j'ai une recommandation, puis merci de poser la question, puis c'est sûr que nous, on est peut-être biaisés parce qu'on le voit. Ça, c'est comme tu veux acheter telle auto, puis on dirait que tu la vois partout sur le chemin. Si les gens s'arrêtent à penser au développement durable, que ça les interpelle, ils peuvent commencer à s'informer, à flirter un peu avec ce qui se passe, puis je vous garantis qu'ils vont voir ça, là, que ce soit dans les plateformes qu'on connaît, les réseaux sociaux et tout ça. Développement durable, il est partout. Il est partout. Mais encore là, il faut se recentrer sur, OK, comment qu'on ramène ça à nous? Comment on peut le faire? Et encore là, ça peut être tout simple pour bien le faire, mais par contre, que ce soit dans le temps durable. Bien, si je peux bonifier d'ailleurs, Josée, ce que tu viens de dire, tu sais, au niveau des normes et ce qui se fait, on peut aller voir ailleurs aussi. Puis on peut voir dans l'Union européenne, par exemple, qu'il y a des obligations de reddition de comptes en ce moment auprès des entreprises, qu'ils ont l'obligation d'avoir un rapport ESG ou développement durable. Donc, il faut penser aussi qu'éventuellement, peut-être que ça va devenir un standard. On aimerait ça. Donc, les entreprises qui ne le font pas un jour vont tout simplement être en retard. Moi, je le crois vraiment. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a des tonnes et des tonnes de bénéfices qu'on pourrait nommer, en fait, à mettre en place une stratégie comme ça. Tu sais, on a parlé de meilleure gestion des risques, tout ce qui est attraction et rétention du personnel. Moi, je peux le dire personnellement que je suis allée chez Vertima parce qu'on avait des valeurs qui étaient très similaires. Pour moi, c'est super important. Puis, je suis sûre et certaine que pour beaucoup d'autres personnes, ce l'est également. Donc, en fait, je pense qu'on peut voir ça dans un tout global, que c'est une démarche, en fait, qui va aussi, tu sais, vers l'avenir, au final. Le but, c'est justement d'apporter de la valeur pour les sociétés dans le futur et non seulement dans le présent. Absolument. Puis même que ça sera peut-être une autre conversation à avoir à un autre moment donné, mais
tout ce qu'on parle de l'industrie 5.0, l'Europe est à l'avant-garde de tout ça. Ça fait partie déjà de leur document de la communauté européenne où ils commencent à parler de plus en plus de ça. On commence à en parler ici aussi, mais très peu, de ce que je peux voir. Mais en fait, je pense que si on se base sur qu'est-ce que l'Europe est en train de développer, ça a tendance à arriver ici un petit peu plus tard. Donc, je suis d'accord avec toi que si eux, c'est déjà dans leurs normes, que ce soit rapporté et partagé, je pense que ça va suivre assez rapidement. Et puis, il n'y a rien comme de commencer quelque chose quand on crée un sentiment d'urgence, mais qu'on a le temps de le déployer puis qu'on a le temps de le réfléchir. Quand on est toujours en mode réaction, on a tendance à pas y aller exactement de la bonne manière, puis on prend peut-être des fois des raccourcis parce qu'on a besoin d'atteindre une date, mais qu'on n'a pas pu faire la réflexion au complet. Moi, pour conclure, j'ai 3 points que je retiens de notre conversation. Démarche intégrée, démarche intégrée, démarche intégrée. Non, sans farce. Oui, démarche intégrée, c'est super important. Je pense que la vision transversale, comme toi tu disais, Claudia, moi j'appelle ça une vision holistique de l'organisation, mais de vraiment voir l'organisation comme un tout qui peut collaborer dans ça et non pas de le voir en silo. Je pense que ça, c'est super, super, super important. Dans les raisons pour s'y mettre, on a parlé des enjeux réglementaires qui peut-être vont s'en venir, peut-être pas si vite que ça, peut-être plus vite qu'on pense, on ne le sait pas. On a parlé des besoins de nos clients, on a parlé de la rétention de la main-d'œuvre et de l'attraction de la main-d'œuvre, mais je pense qu'il y a aussi la transparence et l'authenticité de pourquoi on décide de s'embarquer dans cette démarche-là. Donc, il faut le faire pour les bonnes raisons, pour nos bonnes raisons, en respect à nos valeurs, à notre culture d'entreprise. Et le dernier élément que je retiens, c'est que ce n'est pas une démarche qu'on fait en parallèle avec d'autres démarches dans l'organisation, mais c'est un alignement de toutes nos démarches, de toutes nos réflexions stratégiques qui doivent vraiment être mises en commun pour s'assurer d'aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher, autant dans la réflexion que dans les décisions et dans les actions qu'on va devoir mettre en place par la suite. C'est très bien résumé. On n'aurait pas mieux dit, Véronica. Super. Alors, Roxane, je te remercie beaucoup d'avoir alimenté la conversation sur LinkedIn directement et d'avoir partagé les documents. José, Claudia, je vous remercie énormément de votre présence aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir de vous voir. Pareillement, puis merci à tous qui ont participé. Au plaisir d'avoir des échanges avec vous dans un futur proche. Super, merci beaucoup. À bientôt. Merci. On se revoit le 8 novembre. Au revoir.